Moi, je vais parler plutôt de vaccination réactive d'abord. Donc, c'est un travail qui a été fait avec de nombreux collègues de l'Institut Pierre-Louis, et également de l'Institut Pasteur, de Santé publique France, de la Haute Autorité de Santé et puis de l'EHESP. Donc, vaccination réactive pour le Covid-19. Donc, comme vous savez sans doute, il y a 4 vaccins qui sont aujourd'hui autorisés en France, qui sont les vaccins donc, ARN, Moderna et Pfizer, et puis d'autres vaccins. Ce sont des vaccins qui ont tous une efficacité importante, de l'ordre de 90%. Et donc, donc ça, aujourd'hui, est de dire que pour se débarrasser de la pandémie, eh bien, il va falloir qu'on arrive à avoir des taux de vaccination importants. Alors, la vaccination en France, je vous rappelle en fait où elle en est. Elle a commencé donc au début de cette année avec l'idée qu'il fallait prioriser certaines populations. J'y reviendrai derrière. Et aujourd'hui, en fait, 44% de la population a reçu une première dose parmi les personnes pour lesquelles la vaccination est indiquée, et 22% est couverte avec 2 doses. Donc la vaccination a commencé de manière assez chaotique au départ, avec finalement peu de doses. Et aujourd'hui, en fait, on est arrivé sur une distribution qui est beaucoup plus importante, avec environ 350 000 doses injectées chaque jour. Alors, juste quelques petits points en fait, autour de l'efficacité vaccinale, puisqu'en fait, quand on dit que la vaccination est efficace à 90%, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, en épidémiologie, on a l'habitude de donner 3 définitions, enfin 3 composantes à l'efficacité vaccinale, qui sont la vaccination contre l'infection, donc c'est ce qu'on appelle la réduction de susceptibilité. Donc les personnes qui sont vaccinées vont avoir moins de risques d'être infectées par le virus. Maintenant, il peut y avoir une deuxième type d'efficacité qui est l'efficacité contre la maladie elle-même, une fois qu'on est infecté. Donc c'est une efficacité qui réduit les formes graves chez les personnes qui sont infectées. Et puis il y a un troisième type d'efficacité qui va être l'efficacité contre la transmission, c'est-à-dire que les personnes qui seraient infectées alors qu'elles sont vaccinées auraient une transmission moindre de la maladie vers les autres. Donc aujourd'hui, en fait, les vaccins qu'on a, on a un bon niveau de preuve qu'ils réduisent la susceptibilité à la maladie et qu'ils réduisent les formes graves. Il y a encore peu de données pour dire que ces vaccins réduisent la transmission. Alors, quelques items sur la vitesse à laquelle les vaccins peuvent amener une protection. Donc, vous avez ici un schéma qui va montrer en fait le niveau de protection que l'on a au fur et à mesure du temps après l'injection. Donc, c'est à partir des données des vaccins à ARN. Donc, vous voyez que sur ce graphique, on voit que l'efficacité vaccinale est à peu près nulle dans la première semaine qui suit l'injection, de la première injection, et puis que cette efficacité va augmenter, va être de l'ordre de 50 à 60% dans la deuxième semaine après la première injection, et puis va arriver à environ 90% à partir de la troisième semaine. Alors, le début de la vaccination en France a été avec la mise en place de stratégies de priorisation. Et vous avez ici un schéma, dans le schéma A, qui vous montre en fait le pourquoi de cette stratégie de priorisation. Donc, il s'agissait finalement de montrer qu'on pouvait réduire le nombre de décès le plus possible en vaccinant d'abord les classes d'âge les plus âgées, parce que ce sont elles qui ont le plus souvent des formes cliniques et graves de la maladie. Donc vous avez par exemple la courbe rouge dans le A qui vous montre qu'en fonction du nombre de doses qui sont données dans la population, eh bien, on va réduire plus le nombre de décès lorsqu'on commence par vacciner les plus de 75 ans, puis qu'on passe ensuite dans l'ordre des différentes classes d'âge, c'est-à-dire les 65-75 ans, puis les 50-65 ans, puis les encore plus jeunes. Mais donc, ici, ce dont je vais parler, ce n'est pas tellement de ces stratégies de priorisation, c'est plutôt de finalement des contraintes qu'on peut avoir dans la mise en place de programmes de vaccination. Et donc, quand on était tout au départ de cette vaccination en France, un des problèmes était
que finalement, on n'était pas sûr qu'il y aurait des doses pour tout le monde. Vous vous rappelez sans doute qu'au départ, les calendriers de livraison des vaccins étaient assez contraints et que du coup, en fait, il y avait la possibilité d'avoir de ne pas avoir assez de doses pour tout le monde et donc l'allocation optimale des doses était une question qui se posait. Alors, qui est-ce qui veut être vacciné? Donc en France, d'après les enquêtes d'opinion, on sait que chez les plus de 65 ans, c'est à peu près 77% de la population qui accepte la vaccination. Chez les moins de 65 ans, donc qui sont les plus de 18 ans, enfin jusqu'à présent, c'est environ 55% de la population qui accepterait la vaccination. Alors, la vaccination, comme je vous l'ai dit, en fait, au départ, elle a été relativement euh, euh, lente à se mettre en place parce qu'il n'y avait pas les livraisons de doses pour tout le monde. Et donc, du coup, en fait, on s'est intéressé à la problématique de savoir comment on pouvait essayer de mieux distribuer le vaccin pour avoir l'impact maximum si on avait un nombre de doses limité. Et donc, c'est ce qui nous a conduit en fait à considérer la vaccination réactive. Alors, qu'est-ce que c'est que la vaccination réactive? En épidémiologie, il y a plusieurs manières de faire de la vaccination. On peut faire de la vaccination de masse, et c'est ce qui se fait actuellement finalement en France, dans lequel on va vacciner de manière aléatoire les personnes qui veulent bien venir dans les centres de vaccination. Mais en fait, il y a d'autres possibilités de mettre en place la vaccination, qui sont par exemple ce qu'on appelle la vaccination en anneau, ou la vaccination post-exposition, c'est-à-dire qu'en fait, on va cibler préférentiellement des personnes qui peuvent avoir été en contact avec des cas de la maladie. Et ça, en fait, on pense que dans le Covid, ce n'est pas une stratégie qui serait très efficace parce que finalement, comme on a vu, la vitesse à laquelle l'effet du vaccin se met en place est assez lente. C'est 1 à 2 semaines avant d'avoir une protection. Or, la dynamique d'évolution de la maladie est plus rapide. Donc, la post-exposition, la vaccination simplement des personnes qui ont été en contact avec des cas n'est pas une idée qui va sans doute avoir des conséquences importantes. En revanche, on peut penser à essayer de vacciner des espèces de réseaux de contacts étendus, c'est-à-dire en fait d'avoir des approches de vaccination dans lesquelles on va vacciner par exemple toute une école ou toute une entreprise à partir du moment où on a commencé à détecter des cas à l'intérieur de ça. Et donc, en fait, c'est ce genre d'approche que l'on a essayé de quantifier dans la mesure où, en fait, on se disait que ça pouvait être une bonne stratégie pour pouvoir distribuer les vaccins si on n'en avait pas énormément. Donc, on s'est placé dans la situation dans laquelle les personnes âgées, et donc qui étaient les prioritaires, avaient déjà été raisonnablement couvertes par la vaccination. Et donc, on s'est demandé si, pour distribuer la vaccination chez les adultes, ces stratégies réactives dans lesquelles on ciblerait soit des écoles, des universités, soit des entreprises, pouvaient être quelque chose qui ait un intérêt par rapport à une vaccination aléatoire. Donc pour faire ça, et c'est là que les items de calcul arrivent, on a mis en place en fait une approche de modélisation de la population générale, donc une approche individu-centrée, dans lequel on a mis en place donc un modèle computationnel de maladie, dans lequel on a des personnes qui vont être dans une population synthétique, qui vont être organisées sous la forme de foyers, qui vont, suivant leur âge, aller à l'école ou aller au travail, qui vont avoir des contacts qui vont appartenir à une communauté plus générale. Et donc, toute cette reconstruction de la population, elle est basée sur des données du recensement qui sont disponibles. À côté de ça, en fait, on peut mettre en place une structure de contact à l'intérieur de la population et on a des données en fait qui décrivent les contacts à l'intérieur de la population qui émanent d'enquêtes qui ont pu être faites avant la pandémie, dans lequel vous avez ici un graphique qui montre le nombre de contacts qui peuvent exister entre des personnes suivant leur âge. On montre qu'il y a une grande assortativité finalement dans les contacts suivant l'âge des personnes. Dans ces mêmes enquêtes, en fait, on sait si ce genre de contacts ont lieu à la maison, à l'école, au travail. Et donc, en utilisant les données
issus de Google pour voir les réductions qui ont eu lieu dans les différents types d'endroits, eh bien, on peut essayer de reconstituer ce que peuvent être les contacts aujourd'hui dans une société dans laquelle finalement beaucoup de choses ont changé par rapport à d'habitude. On sait également en fait quels sont les contacts qui ont lieu tous les jours ou qui ont lieu moins fréquemment. On sait qu'environ 30% des contacts que l'on a vont avoir lieu tous les jours et 70% vont être des contacts qui vont être moins fréquents. Donc à partir de tout ça, finalement, on peut reconstruire de manière synthétique dans un ordinateur des réseaux de contacts qui vont montrer en fait, comme c'est indiqué ici, comment les contacts vont avoir lieu dans la population, à la fois dans les transports, dans la communauté au sens général, à l'école, dans les lieux de travail et puis dans les foyers. Et quand on fait la synthèse de les contacts tels qu'ils sont reconstitués dans ces modèles, eh bien, on trouve quelque chose qui ressemble à une structure de contact raisonnable. Donc à partir de ça, eh bien, on va pouvoir mettre en place sur cette structure de population une structure de modèles épidémiologiques. Donc ce sont des modèles épidémiologiques classiques qu'on appelle des modèles compartimentaux dans lesquels en fait chaque personne va se voir donner un statut vis-à-vis de la population. Ces statuts vont être susceptibles, c'est-à-dire que la personne n'a pas été en contact avec la maladie, latent, la personne est infectée mais n'est pas encore contagieuse. Après, on peut avoir différentes classes d'infections qui sont ici, vous voyez, on a fait 2 classes qui s'enchaînent lors de l'histoire naturelle de la maladie. Et puis, à un moment donné, la personne va être retirée de la chaîne de transmission, soit parce qu'elle va être isolée, soit parce qu'elle va être guérie ou ne plus participer à la transmission. On a également la possibilité de décrire si les personnes sont symptomatiques ou asymptomatiques, ce qui va permettre, par exemple, de mettre en place des stratégies différentielles pour la détection des cas, en sachant qu'il va sans doute être plus facile, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'il est plus facile de détecter des cas qui sont symptomatiques que des cas qui sont asymptomatiques, et on a des statistiques qui vont nous permettre en fait de dire quelles sont les différentes possibilités. Donc sur ce modèle compartimental de base, on a imposé ensuite un modèle qui va décrire l'issue de la vaccination. Donc, donc juste la susceptibilité et la probabilité d'être symptomatique dépend de l'âge. C'est un modèle qui est structuré par âge. Je ne vais pas m'étendre dessus ici, mais donc on essaye de mettre toutes les données épidémiologiques que l'on a pour rendre ce modèle le plus ressemblant à la réalité possible. Donc on a mis en place la vaccination dans ce modèle avec l'idée que finalement les personnes qui vont être, donc c'est les personnes susceptibles qui vont pouvoir être vaccinées contre le Covid, et que la dynamique de vaccination va faire qu'on va avoir une première étape d'environ une semaine dans laquelle les personnes vaccinées ne vont pas avoir spécialement de protection, et puis au bout d'une semaine, on va commencer à rentrer dans une protection qui va faire que les personnes vont devenir soit moins symptomatiques, soit moins infectées, soit moins symptomatiques. Et puis, au bout de 2 semaines, on aura une protection qui sera maximum. Donc, toutes ces phases sont également calibrées avec des données qui sont issues de la littérature. Et donc, à partir de ça, le fait d'avoir un modèle individu-centré qui permet de résoudre, enfin de décrire informatiquement tout ça, va nous permettre d'avoir une spécification assez fine de toutes les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui, et donc notamment, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la population française? Eh bien, il y a cette approche de tester, tracer, isoler. Donc, en fait, les hypothèses que l'on a faites qui correspondent à ce qui est donné par Santé publique France, c'est qu'on arrive à détecter environ 50% des cas cliniques, donc des cas symptomatiques, sans doute 10% des cas asymptomatiques, et que lorsque l'on fait du traçage auprès des personnes dans la population, pour un cas détecté, on arrive en général à identifier 3 contacts qui vont pouvoir être investigués. Donc la mise en place de la stratégie de vaccination réactive, elle est sous la forme qui est montrée en dessous, là, où une personne va d'abord donc être infectée par le virus, et puis à partir du moment où elle va avoir des symptômes, il va y avoir environ 3 jours avant que cette personne soit testée et qu'elle ait les résultats, et au moment où elle aura les résultats, eh bien, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de processus comme l'isolement des cas dans les foyers, voire l'investigation
des lieux dans lesquels cette personne habite. Et donc, en fait, on a fait l'hypothèse que 2 jours après l'identification de ces cas, eh bien, on était capable en fait, de mettre en place la vaccination réactive à l'intérieur des écoles et à l'intérieur des lieux de travail que ces personnes fréquenteraient. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que distribuer le vaccin par une approche réactive, c'est-à-dire en disant on va aller spécifiquement dans les lieux où on a détecté un cas, c'est mieux que d'avoir une approche qui soit de vaccination de masse. Et donc, vous avez ici un premier graphique qui vous montre que c'est bien le cas. Donc, les scénarios qu'on a simulés sont des scénarios qui ressemblent à ce qui se passait en mars 2021, c'est-à-dire une circulation assez importante du virus, avec un taux de reproduction qui était de l'ordre de 1,2. Et vous avez ici à gauche le graphique qui vous montre en fait l'évolution du nombre de cas qui est attendu dans la ville où on fait cette simulation. Mais je ne vous ai pas dit, le modèle que l'on a mis en place en fait implémente une ville d'environ 100 000 habitants. Donc, dans cette simulation, on voit que, eh bien, on a la courbe grise en haut qui montre que si on fait juste la vaccination des personnes âgées sans aller vacciner les plus jeunes, eh bien, on aura une incidence qui va suivre cette courbe grise. Si on met en place la vaccination des adultes avec une approche de vaccination aléatoire, on aura la courbe rose. Et si on a une approche basée sur une vaccination réactive, on a la courbe noire. Donc, en fait, on montre qu'on a une réduction du nombre de cas de Covid qui va être plus importante lorsque l'on met en place la vaccination réactive que lorsqu'on met en place la vaccination aléatoire. Donc, sur la figure de droite, vous avez en fait l'un des aspects de la vaccination réactive par rapport à la vaccination de masse. La vaccination de masse, en fait, elle consiste à donner un certain nombre de doses tous les jours, constant au cours du temps. C'est la courbe rose que l'on voit. Alors que la vaccination réactive, finalement, elle va s'accompagner. Le but est d'aller dans les endroits où on va avoir des cas. Et donc, en fait, on peut concevoir que ce qui va se passer, c'est qu'au début, quand on met en place la vaccination réactive, eh bien, on va aller dans beaucoup d'endroits parce qu'il va y avoir une circulation importante et que du coup, ce qui va se passer, c'est que la vaccination réactive, elle peut être plus efficace simplement parce qu'on va distribuer plus de doses. Et en fait, on voit que dans les faits, dans la simulation, c'est ce que l'on voit. La courbe noire, en fait, montre le nombre de doses de vaccins qui sont distribuées au cours du temps. Et vous voyez que, en fait, le nombre de doses de vaccins qui sont données dans la stratégie réactive, eh bien, dans les premiers jours dans lesquels on met en place cette vaccination, il est beaucoup plus important que celui dans la vaccination de masse. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de voir, c'est finalement, est-ce que c'était vraiment le côté réactif qui était important ou est-ce que c'était juste l'histoire du nombre de doses? Et donc, ce que l'on a regardé finalement, c'est qu'est-ce qui se passait si simplement on allait augmenter le nombre de doses données dans la vaccination de masse. Et donc, c'est ce que vous avez ici dans le graphique de droite, toujours, dans lequel, en fait, on a en abscisse le nombre de doses qui sont données dans la vaccination de masse. Donc, on va aller de 60 000 doses par jour à 310 000 doses par jour, hein, en correspondance de ce qu'on ferait en France. Du coup, on voit que, bien sûr, comme on peut s'y attendre, plus on va distribuer de doses dans la vaccination de masse, plus l'effet va être important sur la réduction du nombre de cas, mais que même en allant distribuer un nombre de doses dans la vaccination de masse qui est aussi important que le pic que l'on a au début de la vaccination réactive, eh bien, il semble rester un avantage à avoir cette vaccination réactive, puisque en pratique, dans la vaccination réactive, eh bien, on aura un pic de vaccination au départ, mais un effet qui sera plus important si par rapport à vacciner à la vaccination de masse avec le même nombre de doses. Alors, on avait fait un certain nombre de simulations sur lesquelles je ne vais pas m'étendre trop, mais qui sont en fait un peu toutes les contraintes logistiques que l'on va pouvoir rencontrer autour de la mise en place de ce type de vaccination, à savoir quand on va faire de la vaccination de masse, est-ce qu'on est vraiment capable d'aller vacciner autant d'écoles et
et de lieux de travail que l'on a dit et que l'on trouve dans la simulation. Alors, on a essayé de mettre en place des stratégies d'étalement et on voit que dans les stratégies d'étalement que l'on peut avoir, eh bien, on va garder un avantage à la vaccination réactive tant qu'on arrive à vacciner suffisamment par jour et que le type de résultat que l'on obtient va rester également raisonnable, quel que soit en fait le taux de circulation du virus initial, que l'on soit avec une stratégie, enfin avec une circulation intense ou moins grande du virus. La vaccination réactive garde un intérêt. Alors, en fait, bien sûr, la vaccination réactive, elle n'a eu un sens que pendant le temps où, en fait, il y avait la possibilité qu'il n'y ait pas suffisamment de doses pour tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, cette stratégie est un peu moins intéressante dans la mesure où, finalement, on arrive à avoir beaucoup de doses. Donc, en fait, ce qu'on a pu regarder, c'est est-ce qu'en rajoutant la stratégie réactive sur la stratégie de vaccination de masse, eh bien, on gardait un, un intérêt à avoir cette stratégie réactive. Et on montre, et c'est le graphique qui est montré ici, que finalement, si on rajoute une vaccination réactive sur la vaccination de masse, eh bien, on a un résultat qui va être meilleur en faisant ceci que si on fait juste une vaccination de masse avec le même nombre de doses que celui qui aurait été pris par la vaccination de masse et la vaccination réactive associée. Alors, donc bien sûr, en fait, ces travaux, ils ont été commencés, comme je vous l'ai dit, au début de l'année, quand on avait la problématique de ne pas avoir assez de doses pour tout le monde. Donc cette problématique, elle s'est un peu amoindrie avec le temps. Et finalement, ces histoires de vaccination réactive, elles sont sans doute moins pertinentes aujourd'hui. Sauf peut-être dans le cas de figure qui est celui qu'on va commencer à rencontrer sans doute de manière plus fréquente, qui est le problème de la détection des nouveaux variants. Et comme vous le savez, en fait, aujourd'hui, en fait, on a la circulation de nouveaux variants qui sont généralement plus transmissibles et la problématique, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on va trouver des clusters de variants. Et une des stratégies qui est mise en place, vous avez entendu parler des épisodes, par exemple, de Bordeaux ou de Strasbourg ce week-end, c'est d'essayer, finalement, quand on va détecter des clusters, de regarder est-ce qu'on peut donc soit déjà intensifier tester, tracer, isoler des cas, et dans un deuxième temps, en fait, essayer de mettre en place des stratégies de vaccination réactive autour dans les différents endroits fréquentés par ces cas, avec l'hypothèse que finalement, on pourrait essayer d'avoir un impact plus fort sur peut-être carrément l'élimination de ces clusters, et en tout cas sur leur progression. Donc en fait, c'est ce que l'on a essayé de faire, donc en mettant dans notre modèle exactement ces différents ingrédients. Donc à savoir que lorsque l'on va détecter des nouveaux cas variants, eh bien, comme c'est le cas aujourd'hui, on va mettre en place des stratégies de tester, tracer, isoler qui vont être plus performantes. Et donc l'hypothèse que l'on a faite, c'est qu'on était capable de détecter tous les cas cliniques de ce nouveau variant, que l'on aurait un testé, tracé, isolé qui nous permettrait d'isoler, de trouver 3 fois plus de contacts que que de ce que l'on est capable de faire aujourd'hui, que les vitesses de mise en place des vaccinations resteraient à peu près les mêmes, avec la différence quand même qu'on a testé un scénario dans lequel le fait de mettre en place une stratégie réactive lorsque on avait des nouveaux variants permettrait finalement d'avoir une augmentation de la volonté vaccinale, et on a été donc tester le scénario basique dans lequel les personnes restent avec des volontés vaccinales qui sont celles dans la population actuelle, et on a été également investiguer ce qui se passerait si toutes les personnes auxquelles on proposait la vaccination dans le cadre d'épisodes réactifs comme ça allaient accepter la vaccination. Donc les résultats qu'on obtient ici sont résumés dans cette figure, dans lequel, en fait, dans un premier temps, on a regardé la probabilité d'extinction d'un cluster de nouveaux variants sur la base de ces
stratégie renforcée. Donc vous avez en fait ce qui se passe, donc les pourcentages d'extinction qui sont donnés en ordonnée ici, avec par exemple donc, dans la première ligne, la première colonne, la stratégie aléatoire classique. Et donc on voit que finalement, un cluster de nouveaux variants, il a une certaine probabilité qui n'est pas nulle de s'éteindre tout seul, naturellement 20% de possibilité de s'éteindre, mais que si on fait simplement la mise en place d'une stratégie de renforcement du traçage des contacts, eh bien, on passe du point violet dans la colonne random au point vert, et que du coup, en fait, cet simple renforcement de la stratégie de tester, tracer, isoler va permettre pas doubler, mais en tout cas d'avoir un impact assez fort sur l'augmentation de la probabilité d'éteindre un cluster de nouveaux variants. Et puis, on a regardé en fait ce que pouvaient faire les différents types de vaccination. Et donc là, je vais vous résumer, c'est les 3 dernières colonnes dans ce graphique-là. Ce que l'on a essayé de regarder, c'est finalement quel pouvait être l'impact de la vaccination réactive suivant le moment à laquelle on allait la mettre en place, c'est-à-dire est-ce qu'on la met en place dès que le premier cas est détecté ou est-ce qu'on attend un peu qu'il y ait 5 cas, qu'il y ait 10 cas détectés. Et ce que l'on a montré, donc c'est la différence par exemple entre le point vert et le point rouge dans la 3e colonne, c'est que finalement, par rapport à une stratégie dans laquelle on a un traçage renforcé des cas, eh bien, le fait de mettre en plus une vaccination réactive dans les lieux qui sont fréquentés par les cas que l'on a trouvés allait permettre d'augmenter encore un peu la réduction de la probabilité d'extinction de la maladie. Donc, on a également regardé ce qui se passait sur la réduction d'incidence, et c'est ce que je vais vous montrer dans la courbe qui est ici, dans lequel en fait on va regarder comment le nombre de cas change au cours du temps suivant les stratégies de vaccination réactive qui sont mises en place. Donc, dans la stratégie qui est en noir, il s'agit en fait simplement de la vaccination aléatoire de base. Dans la stratégie qui est en bleu, on va avoir la stratégie aléatoire plus une stratégie réactive dans laquelle on garde en fait les probabilités d'accepter la vaccination qui sont celles dans la population. Donc on voit qu'il y a une légère réduction dans la courbe bleue par rapport à la courbe noire, et que la courbe rouge, c'est celle dans laquelle finalement 100% des cas qui seraient contactés dans le cadre de ces vaccinations réactives accepteraient la vaccination. Et là, on voit qu'on aurait un impact beaucoup plus grand. Donc, à l'issue de ces différentes simulations, voilà les différentes conclusions que l'on peut tirer. Donc, la première chose, c'est que dans un contexte où on aurait un problème de ne pas avoir assez de doses à distribuer pour tout le monde, les stratégies de vaccination réactive sont une alternative sur laquelle il peut être intéressant de construire la stratégie de vaccination. Ça permet en fait de réduire le nombre de cas dans la population, que dans la mise en place en fait de stratégies réactives autour de cas de nouveaux variants plus transmissibles, eh bien, ce type de modélisation permet de mettre en évidence 2 choses, à savoir la première, c'est que ce qui fait vraiment la différence et ce qui a la plus importante effet sur la réduction de ces clusters, c'est le fait de mettre en place une stratégie de tester, tracer, isoler qui soit plus efficace que celle qui est mise en place habituellement. Et ça permet de gagner énormément en termes de maîtrise de ces clusters, mais qu'on peut également choisir de mettre en place une stratégie de vaccination réactive. On ne peut pas en attendre énormément, donc l'impact sera limité, mais on aura quand même une augmentation à la fois de la probabilité d'extinction du cluster et puis une réduction de la transmission. Alors, le type de modèle que je vous ai présenté ici va pouvoir continuer à être utilisé aujourd'hui, puisque en fait, il y a des nouveaux enjeux qui se font jour tout le temps, à savoir aujourd'hui la vaccination des plus jeunes, et donc on va pouvoir essayer de regarder ce qui se passe quand on va commencer à vacciner les adolescents, puisque c'est ce qui va être fait à partir de maintenant. Et puis, on va pouvoir également s'intéresser à tous les problèmes qui sont posés par la vaccination sous-optimale de la population, dans la mesure où on sait que finalement, à la fois
on n'arrive pas à vacciner obligatoirement toute la population que l'on souhaiterait, puisqu'il y a des réticences dans la mise en place de cette vaccination, et puis qu'il y a en fait ce deuxième effet qui est que le recours à la deuxième dose n'est pas obligatoirement optimal, qu'un certain nombre de personnes peuvent rester avec une première dose et donc être moins bien protégées, et donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder dans le cadre de ce type de modèle. Et donc, je terminerai avec donc, ces simulations et ces études de simulation en fait, sont menées conjointement avec nos collègues de la Haute Autorité de Santé, de telle sorte en fait, qu'ils puissent informer les décisions et donc les recommandations qui sont données par la HAS sont basées sur ce type de modèle développé à l'Institut Pierre-Louis pour le nôtre, et puis avec nos collègues de l'Institut Pasteur et de l'École des hautes études en santé publique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ma partie, et comme ça, je vais pouvoir laisser Benoît prendre la suite. Peut-être qu'on fera la séance de questions à la fin, ce sera plus simple pour tout ça. Pascal, qu'en penses-tu? Oui, ce sera en effet plus Oui. simple. Parfait. Nicolas, est-ce que Alors, tu peux partager? je vais arrêter mon partage. Voilà.